Dans cette formation VBA Excel, nous proposons de construire de toutes pièces le jeu du pendu. À partir d'un classeur qui propose déjà la structure et que vous pouvez récupérer sur le site bombage.fr comme d'habitude, constitué de deux feuilles, la feuille mots qui propose la base de données de toutes les expressions à retrouver en fonction des définitions à importer dans la feuille de jeu à l'aide de fonctions de calcul et de code VBA pour donner des indices au joueur qui a le droit à 10 mots et à 4 erreurs par mot pour pouvoir dérouler le QCM. Illustration. Nous cliquons sur le bouton Nouveau pour initialiser une nouvelle partie et constater que ce n'est pas forcément toujours la même première question qui est posée, car nous allons générer des tris aléatoires sur la base de données. Nous constatons que le mot est constitué d'un certain nombre de lettres en fonction de la définition qui est donnée sur le thème des dessins animés anciens. Remarquez qu'un pendu en couleur pâle est pré-tracé et qu'il va s'illuminer au fur et à mesure que des erreurs sont commises. En l'occurrence, ici, je connais la réponse, il s'agit de Goldorak, donc nous pouvons taper les lettres au fur et à mesure et les proposer pour constater que non seulement petit à petit l'expression est bien reconstruite et que sont mémorisées et stockées toutes les lettres qui ont déjà été proposées. Remarquez aussi dans les petits panneaux de contrôle situés en bas de la feuille que sont comptabilisés tous les coups corrects, mais aussi les fautes. D'ailleurs, illustration, si ici nous commettons une erreur en même temps que le pendu commence à s'illuminer, pour alerter le joueur, remarquez que la faute est comptabilisée, ce qui signifie que sa note ne sera pas de 1 point au total sur ce mot, etc. Nous allons donc dérouler au moins jusqu'à la fin de ce mot, pour voir quel est le résultat fourni par le code VBA qui gère le contrôle de la saisie du joueur. Remarquez que après un petit laps de temps qui est contrôlé par une fonction VBA timer, tout cela nous allons le programmer, et bien que la prochaine définition est proposée pour le prochain mot à dévoiler, que sont comptabilisés les coups restants, ou plutôt les mots restants, ainsi que la note 0,75 au lieu de 1 à cause de l'erreur commise. Quant à nous, nous partons donc d'un classeur, comme je vous le disais, où la structure est déjà proposée, mais par contre, ni code ni formule de calcul ne sont pour l'instant fonctionnels. La première chose à faire est de pouvoir initialiser un compteur de jeu dans un premier temps, car nous allons être obligés de décomposer le code au fur et à mesure que nous cliquons sur le bouton Proposer. Cela veut dire que nous allons utiliser une cellule arbitraire, par exemple la cellule B17, dans laquelle nous allons incrémenter tous les mots qu'a passé le joueur au fur et à mesure qu'il les dévoile ou qu'il se trompe. Pour ce faire, donc, nous cliquons avec le bouton droit de la souris sur le bouton Proposer afin de lui affecter une macro. Dans le menu contextuel, nous choisissons donc affecter une macro et dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous allons attribuer un nom à la macro qui va être attachée à ce bouton et donc qui va permettre de déclencher le code. Nous la nommons proposer et nous cliquons sur le bouton nouvelle. Si bien que, comme vous le savez, nous basculons dans l'éditeur de code Visual Basic Excel entre les bornes de la procédure proposée. Il y a un module qui a été créé à cet effet. Tant qu'à faire, et avant de commencer à ajouter les lignes d'instruction entre les bornes de cette procédure, nous allons en en-tête de code ajouter l'instruction option explicite qui va forcer l'éditeur à contrôler toutes les déclarations de variables que nous allons réaliser. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Comme je vous le disais dans un premier temps, et bien sûr le code au final de ce bouton sera bien plus évolué que cela, mais il faut bien commencer par un bout. En cellule B17, puisque nous l'avons choisi arbitrairement, nous souhaitons incrémenter la valeur au fur et à mesure de l'évolution du jeu du pendu. Pour ce faire, nous utilisons l'objet range en VBA Excel qui permet de désigner une plage de cellules et à défaut entre paramètres si seule une cellule par ses références est désignée, eh bien l'objet range permet en l'occurrence ici de désigner seulement la cellule B17. Avec
la propriété value de l'objet range, eh bien nous accédons au contenu de la cellule que nous incrémentons de la valeur 1. Nous pouvons d'ores et déjà, après enregistrement, effectuer un petit test pour constater si oui ou non ce code a effectivement pris effet. Au fur et à mesure que nous cliquons sur le bouton Proposer, comme vous le remarquez, nous avons bien une valeur qui, pourtant partant de vide, est incrémentée à chaque clic sur le bouton. Nous avons fait cela parce que nous allons utiliser des fonctions d'extraction Excel pour pouvoir récupérer les informations sur les expressions à trouver en fonction du mot qui est désigné par cet incrément qui va permettre de pointer sur un indice de ligne. Et comme vous le savez, nous l'avons utilisé déjà à plusieurs reprises, il y a la fonction index dans Excel qui permet d'extraire une information de base de données selon un indice de ligne. Nous allons, pour l'exemple, ou du moins arbitrairement, nous allons choisir la cellule J7 qui à l'issue sera masquée pour récupérer le mot à trouver. Et nous devrons par la même occasion, dans la cellule B5, récupérer sa définition qui est l'indice pour pouvoir guider l'utilisateur sur ce mot à retrouver qui sera masqué à l'issue. Nous initialisons donc une fonction de calcul dans cette cellule arbitraire J7 qui, je vous le rappelle, sera masquée et nous allons intégrer le calcul de l'extraction de base de données dans une fonction de gestion d'erreurs au cas où, effectivement, il n'y ait rien à rechercher. Dans ce cas, comme vous le savez, les fonctions d'extraction retournent des messages d'erreur disgracieux, ce dont nous souhaitons nous passer. La fonction si-erreur demande deux paramètres. Le premier est le calcul à réaliser si aucune erreur n'est rencontrée. Et dans le cas contraire, quelle est l'action à entreprendre pour gérer l'erreur si elle est rencontrée? Eh bien, dans le cas où aucune erreur n'est rencontrée, nous utilisons, comme je vous le disais, la fonction index qui va se nourrir de cette valeur incrémentée pour aller rechercher dans la matrice, c'est-à-dire le tableau de la feuille mot, le terme qu'il va falloir retrouver. Donc nous allons sélectionner tout simplement l'ensemble des cellules qui sont concernées pour la recherche en présélectionnant la première cellule de la plage et avec la touche Maj jusqu'à la dernière cellule de la plage. Nous avons désigné quelle était la matrice de recherche. Nous pourrions d'ailleurs figer cette plage de cellules, mais comme nous ne répliquons pas ce calcul, cette action n'est pas nécessaire. Il est important maintenant d'indiquer à la fonction index d'Excel à partir de quelle ligne nous souhaitons prélever cette information. Eh bien, pour ce faire, nous allons lui indiquer la variable qui est inscrite en cellule B17, à laquelle nous allons ajouter la valeur de 1, parce qu'il s'agit du mot en cours qui a déjà été passé, plus 1, pour pouvoir sélectionner le suivant. Et pendant que nous y sommes, dans la fonction index, pour l'argument de l'indice de ligne, nous allons nous débarrasser du préfixe de la feuille, puisque la fonction étant déjà écrite sur la feuille jeu, il n'est pas nécessaire de rappeler en préfixe le nom de la feuille. Excel le fait tout simplement parce que pour désigner la matrice de recherche, eh bien, il a préfixé la plage du nom de la feuille qui était différent. Ensuite, nous devons indiquer à la fonction index quel est le numéro de la colonne à partir de laquelle nous souhaitons faire l'extraction. En l'occurrence ici, nous souhaitons rapatrier le mot à trouver, à dévoiler. Par rapport à la sélection, il s'agit de la colonne 2 que nous rentrons cette fois-ci en statique car elle ne change jamais. Et donc nous pouvons fermer les bornes de la fonction index. Ça, c'est dans le cas effectivement où eh bien, le calcul se produit sans erreur. Dans le cas contraire, et pour que la feuille soit purgée de tout message disgracieux, c'est-à-dire lorsqu'une erreur est rencontrée, parce qu'il n'y a rien à rechercher, eh bien, nous allons inscrire deux guillemets pour que la cellule reste vide. Et nous validons le calcul par entrée ou contrôle entrée. Et remarquez que pour l'indice de ligne 9 plus 1, c'est-à-dire 10, nous avons en effet l'expression collargol à trouver, dont la définition est l'ours qui chante en farandole. Ça veut dire que pour pouvoir donner l'indice au joueur sur ce mot qui sera masqué et qui sera recomposé en cellule B7, nous devons rapatrier ici l'information sur la définition correspondante exactement de la même façon
Alors plutôt que de tout refaire, nous allons prélever la formule de calcul complète par sa barre de formule, nous sortons de la barre de formule par échappe ou entrée pour ne pas la dégrader, et nous allons nous positionner à l'endroit de la définition, c'est-à-dire en B5, et dans la barre de formule, nous allons coller strictement à l'identique le calcul que nous venons de construire en modifiant simplement la colonne d'extraction qui n'est plus la deuxième mais la première de la sélection pour la définition. Et vous remarquez en effet que nous obtenons bien la définition que nous avions définie juste auparavant, l'ours qui chante en farandole, le mot à trouver, et donc Colargol. Si nous passons à la question suivante, au mot suivant, c'est-à-dire le 11e, vous remarquez qu'un nouveau mot est proposé et que forcément une nouvelle définition associée est elle aussi proposée. Donc voilà, ça c'est pour l'initialisation du jeu, puisque bien sûr, le bouton proposé va devoir, avant de proposer un mot suivant, contrôler la saisie du joueur, c'est-à-dire la lettre qu'il va suggérer, pour constater si elle est présente ou non dans l'expression à dévoiler, auquel cas l'inscrire à la place des tirets que nous mettrons dans ces cellules pour au fur et à mesure la recomposer, et puis comptabiliser les points ou le cas échéant les fautes, et puis dessiner le pendu. Donc il nous reste pas mal de travail à faire. La première des choses, pour commencer très simplement, est de nous occuper du bouton nouveau, dont l'objectif est de pouvoir réinitialiser à chaque fois la partie pour pouvoir recommencer du début. Alors très simplement, pour réinitialiser une partie, il suffit déjà de supprimer la valeur qui est en B17. Si la valeur qui est en B17 est vide, bah forcément la fonction index va rechercher à la valeur de B17, c'est-à-dire vide plus 1, la première ligne, le premier mot à rechercher et donc la première définition correspondante. Si bien que, comme tout à l'heure, nous cliquons avec le bouton droit sur le bouton nouveau de la feuille, nous choisissons affecter une macro et dans la boîte de dialogue qui apparaît, cette fois-ci, nous choisissons de nommer notre procédure nouveau et nous la validons en cliquant sur le bouton nouvelle. Nous sommes toujours entre les bornes de la procédure, nous sommes toujours dans le module 1, pardon, dans l'éditeur de code, mais cette fois-ci, entre les bornes de la procédure nouveau. Alors par esprit de structure, comme celle-ci intervient à mon sens avant la procédure proposée, je vais modifier leur ordre par copier-coller. Comme je vous le disais, la première chose à faire donc est de supprimer le contenu de la cellule B17. Alors c'est très simple, nous avions tout à l'heure utilisé l'objet range avec en paramètres et entre guillemets les références de la cellule B17 que nous affectons par le symbole égal à deux guillemets, c'est-à-dire à une cellule vide. Suite à quoi, bien entendu, il y a aussi d'autres cellules et d'autres actions à réinitialiser pour lancer une partie, mais ce qui ne nous empêche pas déjà à ce stade de vérifier que notre code est fonctionnel. Le bouton étant toujours sélectionné, eh bien, nous allons cliquer dans une cellule arbitraire pour le désactiver, et puis nous allons simuler les premiers pas de notre application en cliquant à plusieurs reprises sur le bouton proposé pour constater que les mots et les définitions s'enchaînent, et que si nous souhaitons commencer une nouvelle partie, alors nous cliquons sur le bouton nouveau et en effet, comme l'incrément disparaît en B17, et bien forcément, les définitions et les mots à dévoiler sont réactualisés. Il faudra d'ailleurs, un peu plus tard dans l'évolution de code, que nous soyons capables de générer aléatoirement ces mots et leurs définitions. Comme je vous le disais, la cellule B17 n'est pas la seule à réinitialiser puisque nous avons ici un petit panneau de contrôle qui incrémente des valeurs qui correspondent au mot précédent. Ça veut dire que à chaque nouveau mot, comme à chaque nouvelle partie, eh bien, il faut réinitialiser toutes ces valeurs, ainsi que forcément celles qui se situent dans le mot à dévoiler, et ainsi que en B15, eh bien, la cellule qui permet de consolider toutes les lettres qui ont été utilisées par l'utilisateur. Qu'à cela ne tienne, nous retournons dans l'éditeur de code, et comme il s'agit simplement de répliquer un objet de programmation, mais en adaptant les références de la cellule, nous disions donc que nous avions la cellule B15, eh bien, nous allons les faire les unes à la suite des autres. D'ailleurs, plutôt que de les écrire sur des lignes différentes, nous pouvons optimiser le code grâce aux deux points dans la syntaxe qui, comme vous le savez, permettent d'énumérer les instructions sur la même ligne. Nous avons la cellule E11, nous avons de la même façon la cellule B17, nous sommes d'accord, nous l'avons déjà comptabilisé, mais il y a aussi la cellule B7 et nous ferons un petit focus
à l'issue pour constater quelles sont les cellules qui sont concernées par cette réactualisation. Nous avons la cellule E18. Pour l'instant, il ne s'agit que de copier-coller dans le code. Il faut bien commencer par un morceau, par un bout, par une étape. C'est ce que nous faisons donc avec, dans un premier temps, le bouton proposé que nous laissons en plan et que nous reprendrons lorsque nous aurons suffisamment évolué avec le bouton nouveau. Donc, comme je vous le disais, la cellule B17 est réinitialisée, il s'agit de l'incrément. En ce qui concerne la cellule B15, comme vous le constatez, est la cellule que nous utiliserons pour mémoriser toutes les lettres utilisées par le joueur afin que ne soient pas comptabilisées les lettres qui sont proposées en doublon. Ensuite, nous avons la cellule E11. La cellule E11, quant à elle, est la cellule de la lettre proposée par le joueur, ce qui signifie que, eh bien, à chaque fois, à chaque nouvelle partie, il faut bien vider cette cellule de manière à recommencer une partie proprement. Il y a la cellule B7, fort logiquement, la cellule B7 est l'expression qui est recomposée au coup par coup, donc nous la réinitialisons. Il y a la cellule E18. La cellule E18, comme vous le remarquez, eh bien, pour l'instant, elle est nécessairement vide, mais elle ne le sera pas tout le temps, puisque au fur et à mesure du développement du bouton proposé, eh bien, nous comptabiliserons les coups corrects ainsi que les fautes, et c'est la raison pour laquelle sa voisine, c'est-à-dire la cellule F18, au même titre, est réinitialisée. Et enfin, la cellule I18, un peu plus loin, la cellule de la note. Alors pourquoi pas la cellule des coups restants? Eh bien parce que tout simplement, la cellule des coups restants va se calculer toute seule en fonction du nombre de mots qui ont été passés. D'ailleurs, avant de poursuivre la programmation et le développement du code, nous pouvons faire quelques petits réglages intéressants. La cellule des coups restants ici se calcule par un calcul Excel basique. Comme nous proposons une partie sur 10 mots, eh bien, les mots restants sont égaux à 10 moins la valeur des mots déjà comptabilisés, c'est-à-dire passés, c'est-à-dire l'incrément en B17. Si bien que forcément, au début de chaque partie, il reste 10 coups, 10 mots. Et au fur et à mesure que l'on progresse, bien sûr, lorsque nous aurons développé le bouton proposé, eh bien, nous passerons pas d'un mot à un autre comme ça. Faudra-t-il encore l'avoir complètement dévoilé ou avoir commis au moins 4 erreurs pour accéder au mot suivant? Vous remarquez qu'en même temps que l'incrément en B17 des mots passés progresse, eh bien celui des mots restants, forcément, régresse. Donc jusque-là, tout va bien. Si nous cliquons sur le bouton nouveau, vous remarquez en effet que comme l'incrément est réinitialisé à vide, les coups restants se remettent à 10. Petite sécurité intéressante avant de progresser dans le code et pour parfaire au fur et à mesure notre application du jeu du pendu, forcément, l'utilisateur doit proposer une seule lettre, l'une après l'autre, ce qui signifie qu'on ne doit pas autoriser l'utilisateur à faire des saisies multiples, comme par exemple 3 lettres d'affilée. Nous pourrions contrôler cette saisie par le code, mais comme Excel propose des outils qui permettent de contrôler la saisie en temps réel, et bien, tant qu'à faire, nous allons les exploiter. Nous sélectionnons donc la cellule E11 de la saisie des lettres de l'utilisateur et nous allons poser des restrictions dans cette cellule. Pour ce faire, nous activons l'onglet Données et dans l'onglet Données, nous allons cliquer sur le bouton Validation de données. Vous savez, c'est le bouton qu'on utilise souvent pour construire des listes déroulantes, dynamiques ou non, de manière à pouvoir justement restreindre la saisie dans une cellule en fonction des données qui appartiennent à une liste déroulante. En l'occurrence, ici, eh bien, nous souhaitons restreindre la saisie en fonction de la longueur du texte compris dans la cellule. Cette longueur doit être égale seulement à un caractère. Au-delà, eh bien, ce n'est pas autorisé. Si bien que lorsque nous validons et que nous testons, si nous tapons en effet 2 ou 3 lettres d'affilée et que nous cliquons sur proposer, vous remarquez que instantanément Excel n'autorise pas et ne valide pas cette saisie, et même si vous réessayez, eh bien, vous ne pouvez pas passer, vous êtes obligé d'annuler. En revanche, si vous ne tapez qu'une lettre, cette fois-ci, pas de souci, la cellule est autorisée, la saisie est bien validée. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'il faut pouvoir proposer pour que ce jeu du pendu soit intéressant, c'est de générer aléatoirement les mots. Alors bien sûr, il y a des astuces que l'on va utiliser qui vont consister à trier le tableau de la base de données de différentes façons, aléatoirement, sauf que, eh bien, il faut bien savoir comment on trie.
un tableau. Ce que je vous propose, plutôt que de reconstruire le code complètement, eh bien c'est comme nous l'avions appris dans la première formation pour débuter la programmation en VBA Excel, c'est tout simplement de demander à Excel quel est le code qu'il générerait avec une macro automatique. Donc nous passons par le ruban développeur et nous allons enregistrer une macro. Une macro par exemple que nous allons appeler trier, que nous enregistrons bien dans ce classeur et non dans le classeur de macro personnel qui est le modèle, car nous risquerions sinon de saturer le modèle, puisque finalement ce code est juste temporaire pour nous montrer comment Excel fait pour programmer un tri de tableaux que nous souhaitons rendre à l'issue aléatoire pour faire varier les mots et leur définition. Nous cliquons sur OK. À partir du moment où nous cliquons sur OK, comme vous le savez, Excel est en train de nous enregistrer. Donc, nous devons nous cantonner aux actions strictement nécessaires. Nous souhaitons trier ce tableau sur les deux colonnes C et D. Donc, nous allons cliquer la première, comme ceci, et puis englober dans la sélection l'ensemble des cellules impliquées grâce à la touche Maj. Puis, comme il s'agit d'un tri que nous pourrions personnalisé, nous revenons dans le ruban accueil pour choisir une fonctionnalité de tri avancée à l'aide du bouton qui est dédié en choisissant dans la liste tri personnalisé, comme ceci. Une boîte de dialogue apparaît et vous constatez que par défaut, déjà Excel a bien reconnu que notre tableau comportait des lignes d'entête, ce qui est très bien. Il ne les inclut pas dans le titre. Je suis curieux de voir ce que le code VBA va retranscrire. Nous allons donc trier sur la colonne expression, pourquoi pas, les valeurs de la colonne expression, c'est-à-dire le contenu, dans un ordre croissant de A à Z. Tout cela est très bien. Donc, nous validons. Et effectivement, nous obtenons un tri, mais qui était déjà en place. L'essentiel est d'avoir simulé l'action. Suite à quoi, puisque c'est terminé et que nous souhaitons prélever ce code, nous allons tout de suite, dans le ruban développeur, arrêter l'enregistrement. Je vous rappelle que si le ruban développeur n'est pas présent sur votre interface, la première formation sur le site monbach.fr pour débuter la programmation en VBA Excel rappelle simplement comment l'afficher. Nous allons de nouveau basculer dans l'éditeur de code par le raccourci clavier Alt F11, par exemple, pour constater que notre procédure triée a bien été ajoutée à la suite. Elle pourrait d'ailleurs se situer dans un autre module, module 2, mais bon, peu importe en tout cas, nous la retrouvons facilement, et puis constater qu'un code a été généré. En effet, au début, nous avons commencé par sélectionner la cellule C2, et puis VBA, ou plutôt Excel a transcrit en VBA des actions inutiles, vous voyez, de scroll à la souris dont nous allons nous débarrasser. On voit bien qu'il y a la sélection complète du tableau sur laquelle va s'appliquer un tri sur la colonne D, la colonne des expressions, avec un tri croissant, XL Ascending. Et comment se fait-il que la colonne des définitions reste liée? Grâce à ce bloc with qui suit, qui permet de lister toutes les méthodes pour des objets, en l'occurrence, de dire que sont liés dans le tri qui est effectué sur la colonne expression, l'ensemble des deux colonnes C et D, et qu'il y a bien des en-têtes, donc ça veut dire qu'ils ne doivent pas être considérés dans le tri, parce que forcément sinon il n'y aurait plus les titres du tableau, que nous ne considérons pas la casse pour le tri, ça veut dire que nous ne faisons pas de différence entre les mots inscrits en majuscules et les mots inscrits en minuscules, sinon il y aurait une différence d'ordre, etc., etc. Avant de prélever ce code, je vous propose donc que nous purgions ce dont nous n'avons pas besoin. Le scroll de la souris et la première sélection de cellules n'est pas utile. De la même façon, le deuxième scroll enregistré n'est lui-même pas utile. Derrière, nous avons on va dire, un nettoyage du potentiel ancien tri qui avait pu être généré. Donc, cette ligne de code qui initialise le tri sur la colonne expression est très bien, dans un ordre croissant. Et surtout, nous devons conserver le bloc with dans lequel nous désignons l'ensemble du tableau pour que la première colonne, celle des définitions, reste liée dans le tri. Sinon, seule la deuxième colonne serait triée et la première ne suivrait pas. Nous allons en revanche nous séparer de cette méthode, sort méthode XL Pinyin, qui est une méthode de tri pour les langues asiatiques. Donc ça veut dire que ça ne nous concerne pas. Et du coup, nous pouvons prélever le code VBA généré par la macro que nous avons nettoyé pour l'inscrire dans une procédure que nous allons créer et que nous appellerons depuis le bouton nouveau. Ça veut dire que
ici, nous allons nous positionner sous la procédure nouveau et nous allons appeler arbitrairement notre procédure tri aléatoire puisque l'objectif à l'issue est effectivement de pouvoir créer un tri aléatoire. Nous la collons directement, nous collons les lignes de code prélevées directement dans cette procédure et bien entendu, et bien ensuite, depuis le bouton nouveau, une fois que le nettoyage est fait, nous devons appeler cette procédure par son nom. Comme il n'y a pas de paramètres, et bien les parenthèses ne sont pas nécessaires. Et tant qu'à faire, tiens, à l'issue, on va demander à VBA de resélectionner la cellule E11. Vous savez, la cellule E11, c'est la cellule dans laquelle l'utilisateur, le joueur, saisit la lettre qu'il propose pour essayer de résoudre le pendu. Donc, le fait de la resélectionner systématiquement, l'utilisateur n'aura pas besoin de la faire, ce qui fait des actions en moins. Alors, à ce stade, effectivement, c'est intéressant. On va quand même s'assurer que aucune erreur n'est générée. Néanmoins, nous n'allons pas constater de différence fondamentale. Si nous cliquons sur le bouton nouveau, en effet, c'est toujours le même mot qui est proposé. Pourquoi? Parce que, pour l'instant, le tri n'est absolument pas aléatoire. Il est croissant sur la deuxième colonne, la colonne expression. Ça veut dire que, comme néanmoins une bonne partie du travail est fait, dans cette procédure tri aléatoire, nous devons nous débrouiller pour que l'ordre du tri, ascending, ou éventuellement la colonne de tri, change, mais change de façon aléatoire. Pour ce faire, nous allons utiliser une fonction VBA Excel qui s'appelle RND et qui permet de générer un nombre aléatoire. Le but du jeu est de le générer entre la valeur 1 et la valeur 4, car nous avons 4 possibilités de tri. Descendant, ascendant, première colonne, deuxième colonne. Donc, nous commençons par déclarer une variable de type entier court que nous allons appeler NBAléa. Pourquoi entier court? Parce que de 1 à 4, forcément, c'est un petit entier. Donc, comme un byte. Et comme l'enseigne l'aide en ligne, il y a une syntaxe bien particulière pour exploiter la fonction RND, qui d'ailleurs par défaut renvoie un nombre aléatoire qui n'est pas un entier. Donc, nous utilisons la fonction VBA int qui permet de prélever la partie entière du nombre qui lui est passé en paramètre, en l'occurrence, la gestion aléatoire du nombre que nous allons construire. Pour générer un nombre aléatoire compris entre 4 et 1, nous allons inscrire directement cette instruction 4 fois la fonction RND, donc dans les parenthèses comme ceci de la fonction int. Nous fermons les parenthèses de la fonction int et puis nous ajoutons la valeur 1 et nous allons voir ce que ça se passe. Comment ça se passe? À ce stade, nous pouvons très bien faire par exemple un petit test en affichant le nombre aléatoire généré, même si nous ne l'exploitons pas encore justement pour modifier l'ordre du tri. Donc un petit MSGBox que nous avons l'habitude d'utiliser désormais. Nous revenons dans notre feuille jeu, nous cliquons sur le bouton nouveau, il y a bien un MSGBox qui se déclenche. Le chiffre 3 est généré dans un premier temps, bon, le chiffre 3 dans un deuxième. Alors là, on n'a pas trop de chance parce qu'effectivement, c'est toujours le même pour l'instant qui est généré. Bon, le 2, c'est effectivement les aléas, si je puis dire, des nombres aléatoires. Mais on voit bien qu'on a généré un coup le 3, ben voilà, on les a tous. On a même le 1, on a eu le 4, on a eu le 2, on a eu le 3. Donc vraisemblablement, on a bien une génération aléatoire d'un nombre entier entre les bornes 1 et 4. Ce sont ces valeurs que l'on doit désormais utiliser pour générer un tri plutôt qu'un autre. Pour pouvoir justement vérifier un nombre de critères assez important, comme ici il y en a 4, nous allons utiliser une instruction que nous avons déjà employée dans une formation VBA Excel, à savoir le select case, c'est-à-dire selon la valeur de la variable qui est proposée, en l'occurrence ici, selon la valeur de notre NB aléa. Selon cette valeur donc, on va déjà borner notre instruction avec un nSelect, et il faut ensuite pouvoir énumérer tous les cas. Alors, pour être un peu plus propre, puisque les premières instructions ne sont pas concernées, ce que je vous propose, c'est que on laisse d'abord dans l'enfilade la sélection du tableau complet, le nettoyage du potentiel tri précédent, et vous voyez la ligne que nous souhaitons faire varier est celle-ci. Car le bloc with, lui, indique
que eh bien, les deux colonnes vont être liées dans le tri. Ce que nous souhaitons faire varier, c'est cet argument et celui-ci, c'est-à-dire la colonne sur laquelle va être réalisé le tri et l'ordre du tri. Et ça va dépendre de la valeur du nombre aléatoire généré. Donc, select case NB aléa. Dans le cas où sa valeur vaut 1, case 1, comme vous le savez, 2 points. Et bien, derrière, on va dire que on va initialiser ce tri-là, c'est-à-dire celui qui est proposé par défaut, le tri qui est croissant sur les expressions à trouver. Donc, on copie et on colle. En revanche, si la valeur du nombre aléatoire vaut 2, et c'est comme ça qu'on va commencer à pouvoir donner un peu plus d'intérêt au pendu avec un ordre qui n'est pas toujours le même, et bien à ce moment-là, pourquoi pas faire un tri non pas ascendant, mais descendant. Et donc le paramètre qui est utilisé est XL descending à la place de XL ascending. Et on va récupérer ces deux lignes de code, plutôt ces 4 lignes de code complètes, on va dire ces deux instructions des cases énumérées du select case, pour envisager le cas où le nombre aléatoire vaut 3 et le cas où le nombre aléatoire vaut 4. Le cas où il vaut 3, eh bien cette fois-ci nous changeons la colonne de tri, qui n'est plus entre D3 et D42, mais entre C3 et C42, dans les deux cas d'ailleurs. Sauf que dans un cas, il sera ascendant, c'est-à-dire croissant, et dans l'autre cas descendant, c'est-à-dire décroissant. On va constater en réalisant un petit test si effectivement tout se passe bien. Nous cliquons sur le bouton nouveau et vous constatez que déjà, le terme proposé au début de la partie n'est plus le même que précédemment, ce n'est plus Actarus, et donc forcément ce n'est plus la même définition qui est associée. Et si nous cliquons de nouveau sur le bouton nouveau, eh bien remarquez que effectivement, de façon aléatoire, nous allons importer une nouvelle expression avec une nouvelle définition. Vous voyez qu'on arrive, selon la gestion aléatoire qui est tout à fait aléatoire justement, à retomber sur celui que nous avions au tout début. Et ainsi de suite. Donc ça veut dire que d'un pendu à un autre, eh bien nous aurons la chance de pouvoir nous tester, nous évaluer sur des mots différents. Maintenant que notre gestion aléatoire a bien fonctionné, eh bien, il s'agit de pouvoir reconstruire quelques indices supplémentaires. Ici, en l'occurrence, nous souhaiterions pouvoir ajouter dans la cellule du mot à reconstruire autant de tirets qu'il y a de lettres dans le mot final à retrouver qui sera masqué. Je vous le rappelle, c'est un indice supplémentaire pour l'utilisateur. Et donc ces tirets, au fur et à mesure que nous cliquerons sur le bouton proposé, seront remplacés par les bonnes lettres si les bonnes lettres sont trouvées. Pour ce faire, donc, eh bien, nous allons construire une autre procédure indépendante. Elle a d'autant plus d'intérêt que le tri aléatoire qu'elle sera appelée par le bouton nouveau et par le bouton proposé lorsque nous passerons au mot suivant. Nous allons cette fois-ci la nommer construction. Elle est très très simple. Comme je vous le disais, elle consiste en fin de compte, eh bien, à afficher autant de tirets dans la cellule de la reconstruction qu'il y a de lettres dans le mot ou l'expression à trouver. Pour ce faire, nous allons commencer par déclarer une petite variable i comme un byte, toujours un entier court. Pourquoi? Parce que l'objectif est de pouvoir, sur le nombre de caractères de l'expression, et nous considérons qu'il n'y aura jamais plus de 255 caractères, et bien remplacer chaque caractère par un tiret. Et pour ça, le plus simple est d'utiliser une boucle for next. On a maintenant l'habitude de les utiliser, qui part du premier caractère jusqu'au dernier du mot. Eh bien, il y a la fonction len que nous avons déjà utilisée à plusieurs reprises aussi, qui permet de compter le nombre de caractères contenus dans une chaîne, dans une cellule. Et en l'occurrence, la cellule, je vous le rappelle, temporaire, pas temporaire, mais que nous masquerons, dans laquelle nous avons importé le mot à trouver, c'est la cellule J7 sur la droite du tableau que nous masquerons à l'issue. Eh bien, nous accédons bien sûr comme toujours à son contenu par sa propriété value, nous prélevons le nombre de caractères de cette occurrence importée par la fonction index grâce à la fonction len pour laquelle nous n'oublions pas de fermer la parenthèse, et puis nous allons boucler tout de suite notre boucle for avec le mot-clé next suivi du nom de la variable que nous utilisons pour boucler, et à l'intérieur, eh bien, il s'agit de reconstruire en cellule B7, celle que nous avons montrée juste avant, eh bien, l'expression construite
de tirer, c'est-à-dire de prendre ce que nous avions déjà construit, puisque je vous rappelle que nous sommes dans une boucle à laquelle nous concaténons un tiré autant de fois qu'il y a de caractères dans le mot ou l'expression à trouver. Bien entendu, et comme toujours, il faut appeler cette procédure. Elle se nomme construction, elle n'a pas de paramètres, donc juste après le tri aléatoire, et c'est important qu'elle figure après le tri aléatoire. Pourquoi? Parce que le tri aléatoire va définir l'ordre des mots à importer. La fonction index va alors se déclencher, rapatrier le premier mot à trouver, construction va considérer ce mot qui est importé en J7 pour pouvoir proposer autant de tirés, l'indice supplémentaire qu'il y a de lettres dans le mot final à trouver qui sera masqué. Si nous cliquons sur le bouton nouveau, eh bien vous constatez que ça fonctionne petit à petit. Dans le mot au final à trouver Willy, il y a effectivement 5 lettres et nous avons bien 5 tirés à la place, et constatez que lorsqu'il s'agit par exemple de Goldorak, eh bien nous avons cette fois-ci un peu plus de tirés présents dans la cellule à cet effet. Alors autre chose qui est importante à réaliser pour pouvoir parfaire au fur et à mesure notre application, c'est de considérer qu'à l'issue, eh bien, le joueur n'aura le droit de saisir que dans cette cellule, et pas dans les autres forcément, puisqu'il s'agit de cellules de calcul qu'il ne faut pas endommager. Nous pourrions être tentés par le biais du ruban révision de protéger la feuille, après avoir déverrouillé notre cellule E11, sauf que, malheureusement, si nous protégeons cette feuille, eh bien, même VBA n'aura plus accès aux cellules qui sont verrouillées et protégées. Donc, nous allons à chaque fois déverrouiller la feuille par le code VBA et la reverrouiller une fois que le traitement est terminé. Mais pour ce faire, comme vous le savez, toutes les cellules sont verrouillées par défaut dans une feuille de calcul. Nous allons commencer par clic droit sur la cellule E11, par déverrouiller cette cellule qui est la seule dans laquelle l'utilisateur aura le droit de saisir. Nous choisissons le format de cellule, et dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous activons l'onglet protection et nous décochons la case verrouillée. C'est la seule cellule qui va être déverrouillée. Si maintenant nous protégions la feuille, comme vous le savez, eh bien, comme seule la cellule E11 a été déverrouillée, toutes les autres cellules seraient protégées, sauf la cellule E11. Et puis, nous allons écrire les instructions de code à chaque nouveau traitement qui permettent d'abord de déverrouiller la feuille si d'aventure elle était déjà protégée pour pouvoir réaliser les traitements VBA dessus. Et ça, c'est une macro VBA automatique qui nous a enseigné le code, car il ne s'invente pas. En fait, c'est une méthode de l'objet ActiveSheet qui désigne la feuille active, et cette méthode s'appelle unprotect. Et vous voyez que sans respecter la classe, lorsque nous validons, eh bien vous remarquez que comme le mot, l'objet et la méthode sont reconnus, eh bien VBA va transformer la classe de la bonne façon. D'abord, nous déverrouillons la feuille, et puis à la fin de la procédure, eh bien, il faut reprotéger la feuille. Donc cette fois-ci, nous utilisons la méthode protect, et il y a des arguments à passer par défaut, mais ça encore une fois, c'est une macro automatique Excel qui nous l'enseigne. Il y a tout d'abord le paramètre drawingObject, tout simplement pour dire qu'il y a des éléments qui sont verrouillés, et d'autres non. Par exemple, le contenu, c'est-à-dire l'argument ou le paramètre contents, lui, est bien verrouillé, donc nous le réglons à true, et puis nous énumérons ainsi les paramètres avec les virgules. Il y a aussi les scénarios, et nous allons tester si tout cela fonctionne, ne serait-ce que par le bouton nouveau dans un premier temps. Comme vous le constatez, pour l'instant, rien ne m'empêche en effet, par exemple, de saisir en B17. Il n'y a pas de souci. Si maintenant je clique sur le bouton nouveau, eh bien je constate que tous les réglages précédents fonctionnent très bien, c'est-à-dire qu'un nouveau mot est généré, sa définition associée est bien rapatriée, que les tirés sont bien reconstruits dans la cellule dans laquelle il faudra dévoiler le mot. Et maintenant, si j'essaye de saisir dans la cellule, eh bien vous voyez que VBA a protégé la feuille derrière tout cela, après son traitement, nous empêchant de saisir dans n'importe quelle cellule qui n'avait pas été déverrouillée avant. Donc nous ne risquons plus d'endommager les cellules, les formules. Par contre, ai-je le droit de saisir en E11? Là, par contre, oui, j'ai bien le droit, puisque, en effet, comme vous le constatez, une erreur est générée, mais elle est tout à fait logique à ce stade. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, avec le bouton nouveau, d'abord nous enlevons la protection,
ensuite nous la remettons. Donc forcément, lorsque nous appelons la procédure du bouton proposé, elle n'a pas pris soin de déverrouiller le code avant, si bien qu'elle n'a pas le droit d'écrire en B17. Donc il faut reprendre tout ça. Il faut corriger tout ça. On va réinitialiser le code, et puis on va aller copier et coller les instructions en en-tête de la procédure proposée, comme ceci, c'est-à-dire que avant de commencer le traitement, on enlève la protection, et une fois que le traitement est terminé, eh bien on le reprend. C'est-à-dire qu'on remet la protection de la feuille, comme ceci. Alors bien sûr, le code au final de la procédure proposée sera bien plus important que ça, puisque son objectif principal sera de pouvoir contrôler en temps réel la saisie de l'utilisateur. Donc cette fois-ci, si je propose ma lettre, eh bien vous voyez que j'ai bien le droit de saisir en cellule 11, je n'ai pas d'erreur puisque cette fois-ci le code a bien pris soin de déverrouiller la feuille avant. Par contre, toutes les autres sont bien restées verrouillées, puisque le code VBA à chaque fois reverrouille la feuille à l'issue de son traitement. Donc il s'agit maintenant effectivement de commencer doucement à saisir le code de la procédure la plus délicate, la procédure proposée. Dans un premier temps, bien entendu, puisque sa fonctionnalité majeure est de pouvoir tester chaque saisie de l'utilisateur pour trouver si la lettre est présente, auquel cas reconstruire au fur et à mesure le mot, décompter les fautes, décompter les points, etc. Eh bien, le premier critère, pour commencer simplement, consiste à dire que nous allons proposer le mot suivant et donc incrémenter la cellule B17 si et seulement si l'un ou l'autre des deux critères sont validés. Quels sont-ils? Eh bien, il faut que ces critères considère que, par exemple, l'utilisateur a fait 4 fautes. Et ça, c'est une valeur qui est inscrite en cellule B18. Si l'utilisateur, le joueur, a commis 4 fautes, et donc que cette valeur en F18 vaut 4, eh bien forcément, on ne va pas insister puisque le pendu sera définitivement pendu, et on va proposer l'autre mot, et l'utilisateur aura eu 0 point sur ce mot. Ou bien que l'utilisateur a réussi à reconstruire totalement l'expression cachée. Ça veut dire que le terme reconstruit ici n'aura plus de tiré et sera strictement identique à celui qu'il fallait trouver et qui à l'issue sera masqué. Donc c'est l'une ou l'autre de ces deux conditions qui font que, effectivement, on passera au mot suivant. Donc nous allons imbriquer cette incrémentation dans un if qui consiste à tester. Alors on va utiliser la fonction uCase par mesure de sécurité pour que on ne soit pas sensible à la casse. Ça veut dire qu'on va comparer des majuscules à des majuscules pour éviter qu'il y ait une différence entre deux termes identiques, mais l'un en majuscule et l'autre en minuscule. Le but du jeu donc est de savoir si effectivement le résultat reconstruit en cellule B7, toujours avec l'objet range et sa propriété value pour y accéder, je vous rappelle, converti en majuscule grâce à la fonction uCase que nous avons déjà abordée à plusieurs reprises, est strictement équivalent à l'expression. L'expression que nous mémoriserons dans une variable expression que nous n'avons pas encore déclarée à ce stade, mais il faut bien commencer le code par un bout ou un autre. Ou bien, et donc ici nous allons utiliser le OR qui n'est pas exclusif comme l'est le N, puisque c'est soit l'une, soit l'autre condition, ou bien que la valeur inscrite dans la cellule F18, je vous rappelle qu'il s'agit du compteur des fautes commises par l'utilisateur, que sa valeur soit supérieure ou égale à 4. C'est-à-dire qu'à partir de 4, eh bien, nous considérons que le joueur a eu suffisamment de chance pour tenter le coup, et que au-delà, eh bien, nous n'insistons pas, le pendu étant pendu, eh bien, nous passons au mot suivant, ndif. On ne peut pas tester le code à ce stade parce que on a ici une variable expression que nous utilisons, mais qui n'est pas déclarée pour preuve. Si nous compilons, il y a forcément une erreur du fait que nous utilisons cette variable expression qu'il nous faut déclarer. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite, au tout début de la procédure proposée. Nous allons commencer par déclarer toutes les variables dont nous avons besoin. Nous avons besoin de certaines variables qui vont, dans un premier temps, nous permettre de mémoriser le nombre de caractères contenu dans l'expression à retrouver, mais aussi le nombre de caractères, on le verra, contenu dans les lettres déjà proposées par l'utilisateur. Donc, on va se déclarer la variable nbchar comme un entier court, c'est-à-dire un byte qui peut aller jusqu'à 255, et puis, comme il va falloir parcourir l'ensemble de ces caractères pour les comparer les uns aux autres, on va prévoir une petite variable de compteur qu'on appelle i comme un byte elle aussi.
Nous avons besoin donc de la même façon, cette fois-ci, pour pouvoir mémoriser le nombre de lettres déjà proposées par l'utilisateur, d'une variable que nous nommons nblettres cette fois, de la même façon que nous déclarons comme un byte, et dans la foulée, nous prévoyons son compteur pour parcourir l'ensemble des lettres déjà proposées, elle aussi, comme un byte. Alors ce n'est pas tout, parce que forcément, il va falloir aussi mémoriser chacune de ces chaînes de caractères, et au passage, tiens d'ailleurs, on va déclarer une variable qu'on va appeler trouve, en fait, qui veut dire trouver, comme un booléen. C'est un test qui nous permettra de savoir si, à l'issue du traitement, la lettre proposée par l'utilisateur a été trouvée ou non. Si elle a été trouvée, eh bien, l'expression doit la considérer pour être reconstruite à la place du tiré. Dans le cas contraire, une faute supplémentaire doit être incrémentée. Puis donc, nous avons besoin des variables pour mémoriser ces chaînes de caractères. Nous déclarons donc la variable lettre comme un string qui va permettre tout simplement de mémoriser la chaîne de caractères des lettres déjà proposées. Et comme dans la boucle, eh bien, il va falloir comparer la lettre de l'utilisateur avec toutes les lettres de la bonne expression, nous allons déclarer une variable la lettre, qui est la lettre ou le caractère tapé par l'utilisateur en cellule E11, qui, je vous le rappelle désormais, est la seule cellule dans laquelle le joueur a le droit de continuer de saisir, puisque le code VBA déprotège, mais reverrouille derrière. Ensuite, nous allons déclarer de la même façon notre variable expression. Enfin, expression, c'est tout simplement le terme à trouver, le bon mot, donc, que nous utilisons dans notre if ici pour dire si la cellule qui a reconstruit l'expression par les saisis utilisateurs est strictement identique à l'expression qui devait être trouvée, à ce moment-là, effectivement, nous passons au mot suivant. Ou dans le cas contraire, lorsque les erreurs commises ont atteint au moins le chiffre de 4, c'est-à-dire 4 erreurs commises. Et puis, vous le verrez, on va se déclarer deux dernières variables que nous ne typons pas pour l'instant. Ce sont des variables dim début et fin. D'ailleurs, fin, je verrai, mais je pense qu'on n'a pas besoin de l'utiliser. On s'adaptera. On peut l'utiliser, mais c'est pas forcément nécessaire. Le but du jeu, c'est de pouvoir utiliser une fonction timer qu'on a déjà exploitée, notamment en VBA Access pour créer un diaporama qui permet de temporiser le code. En l'occurrence ici, qui permettra à l'utilisateur de prendre le temps de visualiser ses résultats avant qu'un mot suivant ne lui soit proposé pour pas que ça défile trop vite. Comme toujours, une fois que on déclare ces variables, on doit les affecter. Mais avant, on va faire deux tests avec une fonction if. Mais on reviendra dessus, puisque bien sûr, maintenant que la variable expression existe, le code ne doit plus générer d'erreur. Et donc, l'objectif est de savoir si, lorsqu'on clique sur nouveau, il n'y a pas de souci. On est d'accord, on a bien un nouveau mot qui nous est proposé selon le tri aléatoire, ok, avec sa définition. Quand on clique sur proposer, par contre, cette fois-ci, vous voyez, qu'il n'y a plus l'incrémentation naturelle qui se fait en B17, forcément le mot suivant n'est pas proposé, puisque deux critères doivent être vérifiés, enfin plutôt soit l'un soit l'autre. Soit le mot doit être complètement reconstruit ici, en cellule B7, soit effectivement le nombre d'erreurs doit atteindre la valeur 4, ça veut dire qu'on passera au mot suivant. Donc, eh bien, pour que ce critère soit vérifié, il faut qu'il y ait tout le traitement intermédiaire qui soit proposé dans la procédure proposée justement. Comme je vous le disais, avant de faire un code inutile, on va commencer par vérifier deux critères. Tout simplement, par exemple, si la cellule B17 est supérieure ou égale à 10, eh bien, ça signifie que on a terminé la partie, puisque le compteur incrémente le nombre de mots qui ont été proposés. Donc on va dire à l'utilisateur de cliquer sur le bouton nouveau pour réinitialiser une nouvelle partie. Ou bien, si par exemple l'utilisateur, le joueur, n'a rien saisi en cellule 11, ça ne sert à rien d'enclencher un traitement avec des boucles pour vérifier sa saisie puisqu'elle est vide. Donc dans ces deux cas-là, avant d'initialiser quelque traitement que ce soit, nous allons faire des tests qui vont permettre d'aiguiller l'utilisateur, toujours avec l'instruction if, et puis notre fameux mot-clé récurrent range pour désigner une cellule ou une plage, et en commençant par B17, c'est-à-dire le compteur de l'incrément, avec sa propriété value pour savoir si, d'aventure, par hasard, cette valeur ne serait pas déjà supérieure ou égale à 10, puisque je vous rappelle qu'à 10, ça veut dire que l'on a passé déjà tous les mots, et donc il faut repartir sur une nouvelle partie. On va boucler notre instruction if, et dans ce cas-là, eh bien, on va indiquer au joueur qu'il doit cliquer sur le bouton nouveau. La partie est terminée,
Ça, c'est le message pour l'utilisateur. Veuillez cliquer sur le bouton nouveau pour recommencer. Comme ceci. Et puis on contrôlera que ce code se déclenche convenablement en faisant un petit test. Bien sûr, si on donne cette indication à l'utilisateur et que l'objectif est de ne pas poursuivre le traitement, eh bien, il faut sortir du traitement. Et comme vous le savez, eh bien, c'est l'instruction exit sub qui permet d'ignorer toutes les lignes qui suivent. De la même façon donc, on va rajouter un autre test juste en dessous, mais cette fois-ci sur le contenu de la cellule E11, qui ne doit pas être vide, puisque c'est la saisie de l'utilisateur. Et si l'utilisateur ne propose aucune lettre, forcément, on ne va pas s'embêter à déclencher le code qui est susceptible de vérifier la présence de cette lettre fantôme dans l'expression à trouver. Dans ce cas-là, on va informer l'utilisateur que le but du jeu est que quand même il saisisse une lettre. Veuillez saisir une lettre, s'il vous plaît. Et on ferme les parenthèses et les guillemets de la fonction msgbox, et comme précédemment, bien entendu, il ne sert à rien de poursuivre l'exécution, donc on utilise l'instruction exit sub. Si on teste à ce stade, on ne peut pas compter sur l'incrément parce que justement il n'est plus incrémenté, qu'on ne peut plus saisir, mais en tout cas on peut déjà essayer de voir si aucune saisie n'est proposée. Si on clique sur le bouton, notre message se déclenche, et forcément avec exit sub, nous n'allons pas plus loin. En revanche, si nous tapons bien une lettre, forcément l'exception n'est pas vérifiée, n'est pas interceptée, et le code se poursuit, c'est-à-dire que nous allons au-delà du exit sub, et c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons donc commencer à affecter nos variables dans le but d'effectuer le traitement qui va permettre de comparer les lettres et de reconstruire l'expression si la lettre est bien présente dans le mot à trouver. Donc, en ce qui concerne les affectations, nous avons nos variables de type string qui servent à mémoriser nos chaînes de caractères dans le but de pouvoir les traiter. Comme je vous le disais tout à l'heure dans notre instruction if pour l'incrément du compteur, nous allons transformer toutes nos chaînes de caractères en majuscules avec la fonction uCase de manière à ne rencontrer aucun souci au niveau de la casse. Et dans la variable lettre, nous allons mémoriser le contenu de la cellule B15. La cellule B15, c'est la cellule dans laquelle nous allons concaténer toutes les lettres proposées au fur et à mesure par l'utilisateur pour un mot. Donc, comme toujours, la propriété value qui renvoie le contenu de la cellule B15. Et ensuite, on va copier-coller et puis adapter. Il s'agit donc d'initialiser après notre variable lettre, notre variable la lettre qui, je vous le rappelle, est faite pour mémoriser la saisie de l'utilisateur. Et la saisie de l'utilisateur est en E11, celle que nous avons contrôlée juste précédemment pour nous assurer que nous ne faisions pas le traitement pour rien. Et enfin, nous avons notre variable expression dans laquelle fort naturellement, il s'agit de mémoriser le bon mot à retrouver, celui qui a été importé par la fonction index et qui se situe dans la cellule J7 qui à l'issue sera masquée comme je vous le rappelle. L'objectif donc maintenant est de savoir si déjà la lettre n'a pas déjà été proposée. Parce que si elle a déjà été proposée, forcément, nous n'allons pas refaire tout le traitement. Le code ne réagira pas, ça veut dire qu'il va ignorer une saisie qui existe déjà, d'autant que l'information sera dévoilée dans la cellule B15, c'est-à-dire noir sur blanc pour l'utilisateur qui se rendra compte de sa faute tout seul. Donc nous allons faire un test, encore une fois, qui va définir si la suite du traitement pour la reconstruction du mot à trouver doit se faire ou non. Et pour savoir si un caractère est présent dans une chaîne de caractères, nous utilisons la fonction instr que nous avons déjà exploitée, qui permet de renvoyer la position d'une occurrence dans une chaîne de caractères. Elle requiert plusieurs arguments, en commençant par la position à partir de laquelle nous cherchons cette occurrence. Nous partons du début de la chaîne de caractères. Ce que nous cherchons, l'endroit dans lequel nous cherchons, c'est dans la variable lettre. Je vous rappelle que la variable lettre mémorise le contenu de la cellule B15 dans laquelle nous allons concaténer toutes les lettres proposées par l'utilisateur. Nous cherchons quoi? Nous cherchons la lettre
tapée par l'utilisateur, donc mémorisée dans la variable la lettre. Tout ça converti en majuscule, si bien que du coup, il n'y a pas de souci de casse. Et nous utilisons une méthode de comparaison, c'est la fonction instr qui le demande, textuelle. Donc nous utilisons l'argument, la constante qui est proposée par IntelliSense, VB text compare. Et l'objectif est de savoir si la valeur retournée par cette fonction NSTR vaut 0. Parce que si elle vaut 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la lettre tapée par l'utilisateur n'est pas trouvée. Dans les lettres qui ont déjà été proposées, auquel cas, eh bien nous pouvons effectivement faire le traitement pour voir si elle est présente dans l'expression finale à dévoiler, et puis la reconstruire au fur et à mesure. Donc, dans ce cas-là, ce que nous allons faire, c'est que si elle n'est pas présente, nous allons commencer par l'ajouter dans les lettres proposées en cellule B15. Nous accédons comme toujours au contenu de la cellule B15 par l'objet range en désignant les références de la cellule, sa propriété value pour accéder à son contenu, dans laquelle nous allons réécrire ce qu'il y avait déjà de présent, c'est-à-dire mémoriser dans la variable lettre, que nous allons concaténer avec la nouvelle lettre. Nous en avons la confirmation désormais qui n'avait jamais été proposée jusqu'alors, puisque nous ne l'avions pas concaténée justement. Et donc, il faut réactualiser en effet notre variable lettre, puisqu'il y a une lettre supplémentaire pour pouvoir l'intégrer dans les traitements suivants. Du coup, nous allons pouvoir maintenant vider le contenu de la cellule B7. La cellule B7, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que l'utilisateur saisit une lettre qui n'est pas présente dans celles qui ont déjà été comptabilisées. Donc, l'objectif est de vérifier si elle est bien présente dans ce terme final à trouver. Si elle est bien présente, tout ça doit être reconstruit avec des tirets quand elle n'est pas trouvée et avec la lettre lorsqu'elle est trouvée. Donc, on va commencer dans un premier temps, après ce traitement, par vider le contenu de la cellule B7 grâce toujours à notre objet range, la référence de la cellule et la propriété value pour accéder à son contenu. Et pour pouvoir faire le traitement et comparer toutes les lettres, faut-il encore savoir combien il y a de lettres dans le mot à trouver et combien il y a de lettres dans la chaîne qui a mémorisé toutes celles qu'on avait déjà utilisées. C'est pour ça que nous avions déclaré notre variable nbchar dans laquelle nous allons mémoriser le nombre de caractères qui sont compris dans l'expression finale à retrouver. Expression, je vous rappelle, c'est le nom de la variable que nous avons utilisée justement pour pouvoir stocker le terme à retrouver. Et là, dans la variable nbchar, eh bien nous comptons, nous mémorisons le nombre de caractères qu'elle contient. De la même façon, dans la variable nblettre, avec la fonction len, nous allons mémoriser le nombre de caractères, ou plutôt le nombre de lettres que nous avons déjà proposé. L'objectif va être de comparer chacune de ces lettres avec leur présence potentielle dans l'expression finale pour pouvoir les replacer à la bonne position en cellule B7 pour la dévoiler au fur et à mesure. Et pour cela, ce que je vous propose, c'est une double boucle imbriquée. Je m'explique. La première, en fait, va permettre de parcourir chacun des caractères de l'expression finale à retrouver. Donc, on utilise notre compteur i que l'on initialise à 1 pour partir du premier caractère et que l'on fait varier jusqu'au dernier caractère de notre expression finale à reconstruire. Et on va directement boucler cette première boucle avec les mots-clés. À l'intérieur de cette boucle, on va en inclure une seconde avec l'autre compteur que nous avions déclaré comme la variable j, que nous initialisons là aussi à 1, c'est-à-dire la première des lettres que nous avons proposées, jusqu'à la dernière. Et concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que... Ah oui, effectivement, une petite erreur qui est générée, j'ai saisi un petit peu trop vite, donc c'est tout forcément le mot-clé. Pour j variant de 1 jusqu'à la dernière des lettres proposées, nb lettres. Et surtout, n'oublions pas, pour ne pas générer d'autres erreurs, de boucler notre boucle for j avec le mot-clé next suivi de la variable j. Donc ça veut dire que pour chacune des lettres dans l'expression finale à retrouver, nous allons comparer chacune d'entre elles donc à chacune des lettres déjà proposées par l'utilisateur dont la dernière a été justement concaténée. Et à chaque fois que le résultat va être concordant, c'est-à-dire que les deux lettres vont être identiques, eh bien, nous allons reconstruire en B7 l'expression si ce n'est pas concordant, nous allons remettre le tiret. C'est la raison pour laquelle, avant de rentrer dans la boucle for j,
nous allons exploiter notre variable booléenne que nous allons recaler à false à chaque passage, c'est-à-dire à chaque nouvelle lettre de l'expression finale à trouver. Et dans la boucle for j, l'objectif est donc de pouvoir savoir si la lettre en cours de consultation est identique à la lettre en cours dans la deuxième boucle, c'est-à-dire la lettre qu'on a déjà utilisée. Si les deux sont équivalentes, eh bien ça veut dire qu'il faut la réinscrire. Et c'est la raison pour laquelle nous utilisons un test pour pouvoir les comparer, et toujours cette fonction que nous avons utilisée là aussi à maintes reprises en VBA, vous savez, la fonction mid qui permet de prélever seulement une partie d'une chaîne de caractères sur une longueur donnée. En l'occurrence, dans la boucle J, on veut savoir si dans notre variable lettre, qui est les lettres recomposées dans la cellule de la feuille, pour la position donnée, en partant donc de la position J en cours de lecture sur une longueur de 1 caractère, pour qu'on prélève bien une seule des lettres, je vous rappelle que tout ça est déjà converti en majuscules, est égal à la lettre en cours de lecture, c'est-à-dire que l'on prélève toujours avec la fonction mid, dans la variable expression, mais cette fois-ci, la valeur à partir de laquelle nous partons n'est pas j, puisque j concerne les lettres que le joueur a proposées, et i concerne les lettres en cours de lecture dans l'expression à reconstituer sur une longueur de 1 caractère. En gros, si effectivement ces deux lettres sont identiques, eh bien, que devons-nous faire? Eh bien, nous devons considérer que la lettre a été trouvée sur la position définie, et donc nous devons reconstruire l'expression en cellule B7. Tout d'abord, nous allons en informer le code en affectant notre variable trouve, ou plutôt trouver, à true, que nous retrouvons sur notre chemin un peu plus tard, vous le verrez. Et comme je vous le disais, donc, nous reconstruisons notre expression en cellule B7, toujours avec notre objet range, dont la valeur que nous reconstruisons par concaténation devient ce que nous avions déjà reconstruit dans le passage précédent, la boucle, puisque je vous rappelle que nous sommes dans une boucle imbriquée, que nous reconcaténons avec la lettre en cours qui vient d'être dévoilée, puisque la correspondance a été vérifiée par le critère de l'instruction conditionnelle if. Comme ceci, donc. Et c'est tout pour ce test à l'intérieur de la boucle imbriquée. Donc il s'agit quand même d'indenter le code pour y voir plus clair, parce que là je vous avoue que sinon, si toutes les lignes sont exactement sur la même verticale, eh bien il devient difficile de savoir dans quelle boucle nous sommes, dans quelle instruction conditionnelle nous sommes. Récapitulons donc pour chacune des lettres de l'expression à trouver, et pour chacune des lettres déjà proposées, si au fur et à mesure que nous les parcourons, eh bien l'une est équivalente à l'autre, eh bien en lieu et place, nous reconstruisons l'expression en cellule B7 plutôt que de remettre le tiré. En revanche, ce qu'il y a d'important de comprendre, c'est que lorsque l'on sort de notre boucle for j, c'est-à-dire de la boucle qui parcourt toutes les lettres proposées, si aucune occurrence n'a été trouvée, eh bien ça signifie qu'à cet emplacement de l'expression, eh bien nous n'avons pas encore dévoilé la lettre. Auquel cas, il faut remettre le tiré. C'est la raison pour laquelle, avant de sortir de la boucle for i, nous devons ici faire un test sur la variable trouve. Donc si trouve ou trouver plutôt est toujours égal à false, n'a pas été affecté à la valeur true par la boucle qui est imbriquée, à ce moment-là, eh bien nous devons reconstruire en effet, alors là vous voyez, ça va générer une erreur, mais même pas, c'est pas très grave, donc plutôt que de tout refaire, je vais récupérer un code qui a déjà été fait sur lequel il suffit d'adapter. Donc comme je vous le disais, à ce moment-là, à la valeur de B7, nous reconcaténons l'ancienne valeur de B7, à laquelle cette fois-ci nous associons pas la nouvelle lettre, puisqu'il ne s'agit pas de la bonne, mais un tiré, c'est-à-dire qu'en lieu et place, nous remettons bien un tiré qui va consister à bien indiquer au joueur qu'il n'a toujours pas trouvé la bonne lettre pour pouvoir reconstruire au fur et à mesure l'expression à cet emplacement-là. Nous sommes toujours dans le if qui a consisté à vérifier que la lettre proposée par l'utilisateur était bien présente dans, plutôt ne figurait pas encore dans la liste des lettres qui avaient déjà été utilisées, et dans le même temps, nous avons effectivement réalisé la double instruction, la double boucle qui permet de parcourir l'ensemble des caractères de l'expression finale et des lettres que nous avons proposées.
Comme je vous le disais, donc il y a ce premier if qui est ici, mais ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout, pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons bien pris soin de faire un test pour nous assurer que la lettre proposée par l'utilisateur n'avait pas déjà été proposée, mais là c'est une omission de ma part. Avant d'entamer le traitement qui consiste effectivement à tenter de reconstruire l'expression, eh bien nous devons déjà nous assurer si la lettre qui est proposée par l'utilisateur était effectivement présente dans l'expression finale à reconstruire ou non. Et c'est pour ça que nous devons doubler le test et que nous allons ajouter avant la réinitialisation de la cellule B7, eh bien nous allons ajouter un test pour savoir si la lettre proposée est présente ou non dans l'expression finale. Donc nous utilisons de nouveau la fonction instr, mais cette fois-ci que nous allons faire agir sur notre variable expression, c'est-à-dire sur le mot final à retrouver, et l'objectif est de rechercher la lettre proposée par l'utilisateur, toujours avec une comparaison textuelle, donc le dernier paramètre qui ne change pas. Cette fois-ci, le critère lui est différent parce que forcément, si le résultat retourné par ce test est différent de 0, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que notre lettre est bien présente dans l'expression finale que nous ne connaissons pas, auquel cas, effectivement, nous allons bien recomposer et tenter de recomposer l'expression au fur et à mesure. Et du coup, si la lettre est bien présente, cela signifie que nous devons incrémenter le compteur des coups corrects. Je vous rappelle que ce compteur est présent dans la cellule suivante, la cellule E18. Donc ce que nous allons faire avant de commencer le traitement avec la cellule B7. Donc l'incrémentation se fait toujours aussi naturellement, c'est les références de la cellule E18 entre guillemets et entre parenthèses, à laquelle nous accédons à son contenu avec sa propriété value, et pour l'incrémentation, rien de plus simple, nous reprenons l'ancienne valeur à laquelle nous ajoutons 1, et ainsi nous pouvons comptabiliser les coups qui sont corrects. Après le next i for logiquement, donc, eh bien, il y a le cas contraire, parce que pour l'instant nous n'avons pas bouclé notre if, eh bien, dans le cas effectivement où cette lettre ne figure pas dans l'expression finale, nous devons au contraire incrémenter le compteur des erreurs, car je vous rappelle qu'au bout de 4 fautes, eh bien, le pendu d'ailleurs se dessinera, et bien il faut passer au mot suivant, et du coup la note, elle ne sera pas incrémentée. Et donc cette cellule est la cellule F18 dans le cas contraire donc. Alors plutôt que de retaper l'expression complète, comme toujours, nous allons la recopier, nous l'indentons, et effectivement, comme il s'agit de la cellule F18, il s'agit d'adapter les références de la cellule dans les guillemets et dans les parenthèses de l'objet range auquel nous accédons au contenu avec la propriété value. Donc, reprenons. Effectivement, à ce stade, fort logiquement, si la lettre est trouvée, eh bien, la double boucle imbriquée doit permettre normalement de reconstruire l'expression et puis de l'indiquer dans la cellule B7 de réception. Dans le cas contraire, nous incrémentons le compteur des fautes. Qu'en est-il à ce stade si nous initialisons une nouvelle partie pour laquelle nous constatons qu'un nouveau mot est proposé et que par exemple nous tapons une lettre qui est correcte? Alors on s'aperçoit ici qu'il y a une petite erreur. On va voir de quoi il s'agit. Alors vous l'avez vu par vous-même, hein, c'est tout simplement qu'il s'agit d'une omission de ma part en même temps que je commente le code. Forcément, ici l'instruction n'était pas complète. L'objectif était de réinitialiser le contenu de la cellule B7. Alors on va reprendre en réinitialisant le code dans un premier temps, et puis donc ça fait partie du débogage, hein, tout est tout à fait logique. Nous réinitialisons la partie, un nouveau mot est proposé. Si nous proposons une lettre qui est correcte, constatez que c'est quasi magique, eh bien elles sont bien reconstruites grâce à cette double imbrication de boucles et reproposées au bon endroit là où elles figurent dans l'expression finale, donc c'est impeccable. Et dans le cas en revanche où nous proposons une lettre qui n'est pas présente dans l'expression finale, remarquez que en effet, le compteur des fautes est incrémenté. Alors pour l'instant, bien sûr, comme le code n'est pas terminé, nous arrivons à reconstruire comme il se doit notre expression, mais il y a des choses encore manquantes à ce stade, puisque là vous voyez que on a bien tout reconstruit. Le mot suivant est naturellement reproposé. Malheureusement, eh bien, ici, plusieurs zones ne sont pas réinitialisées, comme par exemple cette zone
pour la reconstruction, la lettre de l'utilisateur, ainsi que notamment la liste des lettres déjà utilisées et reconcaténées en lieu et place dans la cellule B15. Donc, eh bien, pour l'instant, en tout cas, nous avons fait un test qui est tout à fait intéressant, fonctionnel. Il s'agit de poursuivre dans l'évolution de notre code. Je vous rappelle que, sorti de ces traitements qui permettaient de contrôler la saisie de l'utilisateur en temps réel, nous avons réussi à reconstruire l'expression au fur et à mesure. Nous obtenons un rendu visuellement intéressant à ce stade, et il s'agit maintenant de compléter le code que nous avions laissé de côté, dans le cas où effectivement nous avons soit trouvé le mot complet et qu'il s'agit donc de passer au suivant, soit que 4 erreurs ont été générées. Eh bien, dans un premier temps, effectivement, nous allons déjà temporiser comme je vous le disais tout à l'heure. Donc nous allons affecter notre variable début sur le temps qu'il est, grâce à la fonction timer, qui renvoie le temps qu'il est à la milliseconde près. Et nous allons faire boucler le programme sur lui-même grâce à une boucle do while qui va vérifier si le temps qu'il est maintenant est toujours inférieur au début, c'est-à-dire au temps qu'il était, plus 2 secondes. Ça veut dire que nous laissons passer 2 secondes, et notre programme va boucler à l'infini. Je vous rappelle qu'en VBA Access pour le diaporama, nous avions utilisé l'instruction doEvents. Nous n'allons pas l'utiliser ici. L'instruction doEvents est utilisée pour rendre la main à l'utilisateur. Ça veut dire que le processeur n'est pas utilisé à 100%. Ici, nous n'allons pas le faire parce que nous ne souhaitons pas que pendant le laps de temps, l'utilisateur ait la possibilité de saisir d'autres choses dans les cellules. Nous sommes dans l'exécution du code et il doit juste temporiser pour laisser le temps au joueur de consulter les résultats. Comme je vous le disais donc, eh bien, il faut commencer par afficher la nouvelle note. Alors la note, elle, est inscrite dans la cellule que je sélectionne ici, comme vous le voyez, qui est la cellule I18. Le principe est de compter un quart de point en moins par faute commise. Donc, eh bien, c'est très simple. Il s'agit de modifier la valeur de la cellule I18, puisque nous venons de consulter son contenu et ses références. Il s'agit bien de la cellule I18, à laquelle, toujours par le biais de l'objet range, nous accédons à son contenu, comme d'habitude, par la propriété value, et le principe est de dire que c'est égal à son ancienne valeur, à laquelle nous allons ajouter les nouveaux points. Ces nouveaux points dépendent des fautes commises, c'est-à-dire que la valeur maximale est de 1. Ça veut dire quand l'utilisateur a vraiment trouvé toutes les lettres sans commettre la moindre faute. Par contre, dans le cas où effectivement des fautes ont été commises, eh bien, il faut compter 0,25 points par faute. Et ces fautes sont comptabilisées, comme vous le savez, dans la cellule F18, donc range F18.value, que l'on va multiplier par 0,25. En réalité, par 0,25, puisqu'on est dans le code. Et donc à ce moment-là, on aura bien le décompte de la note, ou plutôt la réactualisation de la note qui va se faire une fois que le timer aura temporisé. Dans la foulée, il faut aussi réinitialiser les cellules que je vous montrais à l'issue du mot qui avait été trouvé. Il y a F18, c'est-à-dire les petits panneaux de contrôle, qui doit être réinitialisé à vide, mais ce n'est pas la seule. Donc nous affectons la propriété value à 2 guillemets, ce qui signifie que nous remettons la cellule à vide. Alors là, je vais faire attention, j'étais en majuscule vraisemblablement, et j'avais saisi un point virgule. Il y a la cellule F18, il y a la cellule E18, et puis, on va changer de ligne néanmoins, il y a la cellule B7, forcément, c'est la cellule dans laquelle nous reconstruisons l'expression, et ce n'est pas la seule, puisqu'il y a aussi la cellule B15 de toutes les lettres qui sont suggérées par l'utilisateur pour un mot, donc pour un nouveau mot, elles n'ont plus lieu d'être, il faut vider cette zone de saisie, et forcément, la dernière zone à vider, c'est la cellule E11, c'est la cellule même dans laquelle l'utilisateur, le joueur, va proposer ses caractères, donc il faut la vider, elle aussi. Après quoi, nous avons effectivement le droit d'incrémenter le compteur et puis de poursuivre l'exécution du code. Nécessairement, bien sûr, puisque il s'agit par rapport au prochain mot. Vous vous souvenez que lorsque nous actualisons une nouvelle partie, eh bien, il y a les tirets qui sont construits. Lorsque le nouveau mot avait été proposé, désormais les zones doivent être bien vidées
puisque c'est ce que nous avons codé en VBA, il faut bien reconstruire aussi ici l'expression par des tirets sur autant de caractères que comporte le prochain mot à trouver. Si bien que ici nous n'avons pas besoin de réécrire le code, puisque judicieusement nous l'avions écrit dans une procédure indépendante que nous avions nommée construction. Donc après l'incrémentation du compteur, nous l'appelons, ni plus ni moins. Et ça suffira. Et puis, effectivement, ensuite, eh bien, il y a le code qui va remettre ou réactiver la protection de la feuille. Si nous faisons un petit test à ce stade, volontairement, donc, nous allons faire une erreur dans les lettres que nous énonçons pour nous assurer qu'elles sont bien comptabilisées et donc que les points sont comptés en connaissance de cause. Nous proposons donc des lettres, pour l'instant c'est très simple puisque nous avons encore le visuel sur la bonne expression qui a été rapatriée, et constatez qu'après une petite temporisation, on vient de le voir très nettement, eh bien sont vidées toutes les zones utiles. Il y a bien la reconstruction par l'appel de la procédure construction qui permet de proposer autant de tirets qu'il y a de lettres à trouver dans le prochain mot pour lequel il y a bien la nouvelle définition. Et remarquez que comme nous avons commis une faute, eh bien nous n'avons pas comptabilisé un point, mais 0,75 et qu'il reste 9 mots au total. Pour parfaire cette application, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir ici appliquer, vous savez, le fameux format dynamique mise en forme conditionnelle qui permettent au fur et à mesure d'illuminer des parties du pendu, de la potence, du corps, en fonction des erreurs qui sont commises. Sauf que pour l'instant, nous ne pouvons pas intervenir sur la feuille tant que nous n'avons pas ôté la protection qui a été mise en place par le code VBA, je vous le rappelle. Donc, nous allons ôter la protection de la feuille, et les critères à poser pour le format dynamique sont très simples. Si une faute est commise, nous souhaitons dans un premier temps, en effet, illuminer la potence, de manière à ce que visuellement, l'utilisateur, le joueur, soit averti de son erreur pour que eh bien, la pression lui soit un petit peu mise. C'est tout l'intérêt du jeu de pendu. Donc pour toutes ces cellules sélectionnées, pour la potence, dans le ruban accueil, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle et choisir une nouvelle règle. Nous l'avons utilisé à maintes reprises, notamment pour construire des synoptiques ou encore dans le jeu du QCM et du Mastermind, je vous rappelle. Le principe est de dire ici que l'on va mettre ces cellules en rouge lorsque la valeur des fautes ici est au moins égale à 1. Donc l'expression à construire, le critère à vérifier, puisque nous avons choisi utiliser une formule, et de s'assurer que la valeur de cette cellule, celle des fautes, est supérieure ou égale à 1, auquel cas, quel est le format que nous associons? Eh bien, nous cliquons sur le bouton format, et dans la nouvelle boîte de dialogue pour l'onglet remplissage, nous allons associer une couleur de fond rouge un peu vive, comme ceci, que nous validons, et nous validons de nouveau ce choix par OK. Alors on va faire un essai. Si nous recommençons un test et que volontairement pour trouver Goldorak nous nous trompons comme ceci et que nous proposons un E, comme il y a une faute qui est commise, constatez qu'en instantané grâce aux fonctionnalités Excel, eh bien en effet le pendu commence à s'illuminer, sauf que pour l'instant nous ne l'avons fait que pour la potence. De la même façon donc, il va falloir le faire pour le reste du corps en 4 étapes puisque 4 fautes sont permises. On viendrait exécuter un code VBA, donc je vous rappelle que forcément il a remis la protection sur la feuille que nous allons de nouveau ôter. Le temps pour nous de pouvoir régler ce format dynamique, il y a le bas du corps, c'est-à-dire les hanches et les jambes, pour lesquels nous souhaitons mettre en rouge, et cette fois-ci, si le nombre d'erreurs commises est au moins égal à 2, là il s'agit de répliquer exactement les mêmes réglages sur la même cellule, il n'y a que le critère qui change, supérieur ou égal à 2, à ce moment-là, le format est une couleur rouge, nous validons ce choix, et puis ensuite nous allons faire le buste avec les bras, et cette partie-là devra se mettre en rouge lorsque la valeur de la cellule qui comptabilise les fautes est forcément supérieure ou égale à 3, c'est-à-dire l'étape supérieure, pour arriver à la dernière qui, elle, permettra d'indiquer que le nombre total de fautes permises a déjà été atteint et que nécessairement, eh bien, nous passons au mot suivant, car nous n'acceptons pas que plus de 4 fautes soient commises pour trouver un mot. Et donc pour la dernière partie, si la valeur de cette cellule est supérieure ou égale à 4, c'est le nouveau critère à ce moment-là, le format associé sera bien la couleur rouge. Qu'en est-il donc après avoir fait ces réglages? Eh bien, nous allons en profiter pour faire les derniers. Il s'agit de masquer la colonne d'importation du terme à trouver pour que le jeu soit tout à fait fonctionnel et que l'indication ne soit pas donnée au joueur. Et tant qu'à faire en cellule B17 qui ne risque pas d'être modifiée par l'utilisateur, nous allons faire en sorte que
eh bien, le texte est la même couleur que le fond. Alors on va inscrire une petite valeur pour pouvoir nous en assurer. Vous voyez par exemple, couleur grisée là comme celle-ci, et on trouve la bonne. Et donc il n'y aura pas cette indication intermédiaire temporaire pour l'utilisateur. Il s'agirait aussi de masquer pourquoi pas la feuille mot, de protéger le classeur, etc. Si bien que désormais, puisque le code VBA à chaque initialisation va verrouiller la feuille, notre pendu devrait être fonctionnel. Si nous cliquons sur le bouton nouveau, eh bien effectivement toutes les couleurs disparaissent puisque toutes les cellules ont été réinitialisées, y compris celles qui comptabilisent les fautes, et donc j'ai une indication, notez que je n'ai plus le terme, et que je ne peux plus maintenant afficher mes cellules, puisque mon code VBA a verrouillé ma feuille. Donc vous voyez qu'en plus c'est sécurisé. L'ami de Maya, alors bonne question, parce que là forcément je ne les connais pas toutes. On va proposer la lettre E, c'est une erreur, le pendu se dessine. Eh bien on va proposer une autre voyelle, par exemple la lettre I. La cellule se resélectionne toute seule, puisque je vous rappelle le range E11.select. La lettre I est la bonne. Alors qu'en est-il par exemple de la lettre, on va tenter la U. Je ne vois toujours pas, on va tenter le A. On va peut-être tenter des consonnes comme le H, et vous voyez qu'on arrive au bout des 4 fautes qui étaient permises, si bien que, comme nous l'avons programmé dans le code VBA du bouton proposé, le deuxième critère est vérifié, les 4 fautes ont été atteintes, et si bien que tout est réinitialisé, le mot suivant, moyennant un timer de 2 secondes, est proposé, avec une nouvelle définition. Quel est-il? Il est masqué, la Dulcinea d'Actarius. Alors ça je m'en souviens, c'était Goldorak, donc je pense que c'est Vénusia. On va tenter de proposer le terme, et vous voyez que cette fois-ci, donc tout marche bien, y compris, je vous rappelle, la génération aléatoire par tri de la base de données pour les mots à dévoiler, et cette fois-ci, effectivement, le mot a bien été trouvé, ma note est bien comptabilisée, je n'ai pas fait d'erreur, le mot suivant m'est proposé, une nouvelle version de l'Iliade et l'Odyssée. Alors c'est Ulysse, mais volontairement, tiens, je vais faire une erreur, le T qui n'est pas présent, j'ai bien mon alerte visuelle dynamique qui se déclenche, et puis derrière, nous allons proposer les bonnes lettres. Bon, là je n'ai aucun mérite puisque je connais la réponse. Il y a 2 S, il y a un E, et il y a aussi d'ailleurs un espace que l'on va proposer, et il y a le nombre 31 qui... Ah bah oui, le nombre 31, heureusement qu'il y a l'alerte que nous avons en 2 temps, hein, j'ai voulu être trop rapide. Ça c'est le critère de validité que nous avons posé tout à l'heure, qui nous a interdit de saisir 2 caractères d'affilée dans la cellule de suggestion, donc c'est très bien, vous voyez que c'est très sécurisé, pas de souci. Et comme j'ai commis une erreur, eh bien un quart de point a été soustrait à la note totale que j'aurais pu obtenir, et donc du coup je ne comptabilise pour l'instant que 1,75 points. Ma note finale sera sur 10 puisque 10 mots me seront proposés, etc., etc. Si bien que après, on pourrait même proposer d'autres questionnaires, et vous voyez que pour l'instant, en tout cas le moule avec le code VBA pour dérouler le pendu fonctionne très bien. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, ce serait très sympa de votre part, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.